Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. On va bien évidemment parler, comme dit dans la description, de l'annonce du nouveau 70-200 f2.8 GM OSS version 2, parce que Sony avait besoin vraiment de rafraîchir cet objectif. Pour rappel, c'était un des premiers, voire le premier objectif 70-200 mirrorless, bien évidemment plein format, parce qu'il y a eu des équivalents en mirrorless avant, mais jamais en plein format. Et du coup, avec l'arrivée des autres 70-200, et ben, cet objectif, on remarquait bien qu'il était vieux, il avait certains problèmes. Du coup, cette version 2, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour tous ceux qui aiment le 70-200 2.8 et elles sont chez Sony aussi, donc on va voir ça tout de suite. Du coup, cette vidéo n'est ni un test ni une review, hein, mais je me réfère quand même aux tests qui ont été faits en anglais, donc je vais vous faire ici un rapport si vous voulez pas voir spécialement ces vidéos pour vous décider, mais je vous les mettrai quand même en lien parce que bien évidemment je les ai regardés et c'est à ça que je me réfère. Je ne veux pas rester non plus longtemps sur sur la fiche technique, bien qu'elle soit quand même intéressante, je peux vous dire quelques trucs, je vais vous l'afficher quand même ici pendant un certain temps. Donc du coup, ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est qu'on a une distance focale qui va jusqu'à 0,4 mètres, donc c'est beaucoup moins que l'ancienne version, je crois que c'est 2 fois moins, donc c'était à 0,80 ou 0,90, je me souviens plus. On a un diaphragme à 11 lamelles, donc potentiellement un beau bokeh, et une chose intéressante, c'est qu'il va être compatible avec les convertisseurs de focale, mais on en reparlera un petit peu plus tard en comparaison d'autres objectifs pour vous faire une idée. Et une comparaison, ça sert pas vraiment à grand chose là-dessus, mais voilà, il y a des petites choses qui ont été dites sur cet objectif et je veux un petit peu clarifier ça. Donc, du coup, juste pour finir, la vidéo est filmée, si vous voulez savoir, avec le nouveau 16 mm de 8. Donc voilà, on fait une vidéo Sony avec le Canon EOS R6, et donc c'est un peu pour tester ça avant de faire mon test officiel de ce Canon EOS R6 avec le 16 mm, le tout en C-Log 3, donc ça sera intéressant, mais comme d'habitude, ma lumière bleue apparaît un petit peu violet, d'ailleurs un petit peu comme sur le Cinetone du A7S3. Avec cette version 2, Sony a décidé de tout améliorer. Après, il y a des choses où on pourra discuter, mais c'est plus des choix de design que vraiment une amélioration que Sony aurait pu faire sur son objectif. Donc on en parle un petit peu après. Bon, même si je vais suivre mon fil conducteur de ce qui a été amélioré sur l'objectif pour parler de la comparaison. Une des choses qui a été très importante à changer sur cet objectif, donc bien que optiquement par rapport aux autres il était un petit peu moyen, c'était surtout l'autofocus. On était sur des anciens moteurs hélicoïdaux, maintenant on a 4 moteurs linéaires XD. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que basiquement aujourd'hui le moteur est sur des cames, donc des barres en métal, et donc avec le magnétisme, le groupe optique bouge et donc permet de faire le focus beaucoup plus vite qu'avec l'ancienne version qui était hélicoïdale. Donc c'est l'autofocus historique par exemple qui était utilisé sur les Canon EF, et le problème que ça pose, c'est qu'on a une certaine perte de vitesse, et donc certains appareils photo pouvaient avoir soit le focus qui se faisait pas assez vite, soit des problèmes de front ou de back focus, puisque ça peut arriver que en devant aller vite ou plus vite que ce que ça devrait, et on a du front et du back focus, puisque la formule optique ne s'arrête pas à temps, et donc ça s'est amélioré du coup, et donc on aura un autofocus très très rapide avec cet objectif, très bien sur le A1 notamment, donc là on peut remercier Sony pour ça. Et pour ceux qui se diraient que ça peut être une occasion d'acheter le premier 70-200, apparemment ce problème d'autofocus est tellement présent que les gens conseillent plus d'acheter le Tamron 70-180, donc avec ses 20 mm de moins, mais qui est beaucoup plus compact, moins cher, et apparemment beaucoup mieux dans ce qu'il sait faire par rapport à cette première version. Pour parler du Sony A1, la résolution est maintenant au rendez-vous, et on est pratiquement sûr que ça permettra de faire cet objectif une arme du futur, on va dire, qui acceptera des résolutions de nouveaux appareils photo. On ne sait pas si on aura des 100 millions de pixels ou des choses dans le genre, mais ça devrait être très bon. On a aussi des soucis optiques qui ont été minimisés ou qui ne sont pas, très très visibles. Donc je vais vous mettre des vidéos là-dessus, en anglais certes, mais les tests sont visuels, donc vous pourrez voir ce que ça donne là-dessus. Donc maintenant on se préoccupe de plus en plus de choses dans les objectifs, et les rapports font l'état de déjà un focus breathing très très faible, donc ça sera intéressant
en vidéo notamment, parce que en fait ce que ça fait, c'est que dès que vous, par exemple, là, dès que je me rapproche, je ne sais pas si on va le voir, on le voit pas trop, donc en fait, une optique, quand elle fait la mise au point suivant son groupe optique, peut zoomer ou dézoomer dans l'image. Et donc ici, on a un focus bracing très faible, donc ça veut dire que par exemple à 200 mm, qu'on soit de près ou de loin, on aura un changement de focale très très faible. C'est intéressant parce que dans le passé, il y a eu des 70-200 qui pouvaient être en close focus à 135 mm, et ce qui était calculé, c'était 200 mm à l'infini. Donc là, on n'est pas floué, on a vraiment 200 mm pratiquement tout le temps, donc ça peut varier, on va dire, de 180 à 210, mais voilà, c'est très très faible, et ça se verra moins, enfin en fait, ce sera moins distrayant, surtout en vidéo, parce que c'est là où le changement de focale est le plus proéminent, et que si vous voulez faire des portraits, et ben, vous serez tout le temps pratiquement à 200 mm. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'objectif est pratiquement par focale, donc surtout en vidéo, ce sera intéressant parce que lorsque vous zoomez, vous n'avez pas le focus qui a besoin de se refaire, mais ça peut être aussi intéressant en tracking photo parce que si vous zoomez dans votre image, vous n'avez pas à attendre que le focus revienne, même si le focus est très rapide, vous serez directement mise au point correctement sans avoir à vous préoccuper d'attendre un petit peu que après que l'objectif est zoomé, ça revienne au point. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que cette optique est vraiment très très bonne de ce côté-là. Après, on va peut-être attaquer les les plus petits défauts, enfin ceux qui pourraient être notés par des photographes qui aiment avoir une optique qui est pas très très grande. Alors ce qu'il faut noter, hein, parce que comme on va prendre comme comparaison le Canon 70-200 2.8, c'est que le 70-200 2.8 Canon est beaucoup plus lourd que cet objectif-là. D'ailleurs, celui-là est 30% plus léger, donc il est fait juste 1 kg, ce qui est très faible. Pour rappel, le 200-600 que j'utilise personnellement fait 2,4 kg, donc on aura un objectif vraiment très très léger, et donc bien évidemment, pour les longues journées, c'est quelque chose de très intéressant, et c'est quelque chose aussi de recherché par les gens. Physiquement, l'optique n'a pas vraiment changé de design, on reste sur cette chose qui est assez grande, enfin quoique c'est relativement grand, hein, c'est beaucoup moins grand que ce qu'on pouvait avoir sur un réflexe, hein, puisqu'on a moins de compromis en termes de formule optique, hein, ça a toujours été un défi sur des réflexes de faire des objectifs, mais là du coup certains seront déçus, ceux qui s'attendent à par exemple une optique aussi compacte que chez Canon, du moins rangée, hein, puisque l'optique s'allonge et donc au final on finit avec la même taille lorsqu'on l'utilise, mais c'est pour ranger ça dans son sac. Mais il y a des avantages et des inconvénients. Moi personnellement je préfère la version où on a une optique plus longue mais avec un zoom interne, puisque le zoom est interne dans cette version 2, parce que je suis pas du genre à juste ranger mon objectif et mon boîtier de côté et mettre les deux ensemble. Moi je serais plutôt à prendre plusieurs boîtiers et aller avec ça toute une journée et pas changer, à part si j'ai une urgence ou si j'ai besoin de faire quelque chose, parce que bien évidemment on a les poussières qui peuvent venir à l'intérieur, et ce qui est chiant, c'est que dès qu'on a à sortir du sac, on peut plus rentrer les choses à l'intérieur sans avoir à les enlever, en les enlevant, et donc c'est un peu, voilà, personnellement, ça ne m'intéresse pas, mais voilà, tous les goûts sont dans la nature, donc je comprends qu'on puisse vouloir un objectif plus petit, mais il y a quand même des petits désavantages, et donc on va parler du coup des avantages de cet objectif, puisqu'on est là pour parler du 70-200 Sony. C'est que lorsqu'on a un zoom en interne, on a moins d'éléments qui bougent dans l'objectif, donc l'équilibre reste pratiquement toujours le même lorsque on fait des photos. Donc ça peut être utile dans la journée de ne pas avoir l'optique qui finit par faire ouh, donc c'est intéressant aussi en vidéo. Et il y a une chose dont certaines personnes n'ont pas pensé, c'est que du coup la bague est beaucoup plus souple en fait, parce que comme on a moins d'éléments optiques qui bougent, et ça pousse moins d'efforts sur la bague, donc on peut faire une bague plus souple et une bague aussi plus courte au final, parce qu'on a moins d'efforts dessus. Donc souvent les bagues Sony, donc comme celle-là ou celle du 200-600, on a toute la plage du zoom sur un quart. Donc on peut faire ça avec le pouce, ce qui n'est pas le cas sur le 70-200 Canon. C'est physique, hein, c'est pas un problème de l'objectif ou quoi que ce soit. C'est que comme on a toute une partie de l'objectif qui bouge, hein, pratiquement tout d'ailleurs, à l'intérieur, toute la formule optique, et ça fait que on a beaucoup plus de force à mettre sur la bague de zoom, et la plage est
pour bouger est beaucoup plus grande parce que sinon ça me foutrait beaucoup trop de force sur cette bague. Donc voilà, c'est un des avantages et des inconvénients. Il faut savoir avec quoi vous comment jouer, et comme je le dis souvent, si vous êtes chez Canon, vous prendrez le Canon, et si vous êtes chez Sony, vous prendrez le Sony. Mais voilà, c'est des choses, des avantages et des inconvénients à voir. Un des avantages de la formule optique de ce 70-200, qui est certes un peu plus grande que le Canon, c'est que l'aspect moins compact permet de pouvoir mettre les convertisseurs de focale, alors que chez Canon, c'est impossible. Et donc l'intérêt, c'est que si vous voulez un 70-200, mais des fois avoir l'équivalent d'un 100-400, certes avec une réduction en termes de qualité optique, hein, c'est obligé avec des convertisseurs de focale, vous pouvez quand même le faire, hein, à savoir que lorsque vous utilisez le convertisseur x2, vous finissez à 5-6, ce qui n'est pas dramatique hein, lorsque vous utilisez ça en plein jour, donc c'est quelque chose à considérer et quelque chose de vraiment beaucoup plus, très intéressant avec ce 70-200. Du coup, je ne rentrerai pas dans le débat de qu'est-ce qui est mieux ou moins bien, là on parle du Sony, et donc voilà, je dis juste ça comme ça, chacun verra midi à 14h, comme j'aime bien dire. Donc voilà, on va passer à la suite. L'objectif, physiquement parlant, a beaucoup plus de boutons que la plupart des Sony avant. On a les boutons customisables qui sont au nombre de 3. On pourrait juste garder celui du haut parce que le problème du bouton customisable, donc moi sur le 200-600, on va voir qu'ici il y a un bouton qui permet d'éviter ça. Mais moi je suis en focus manuel sur les boutons, et dès que en fait, le problème du bouton en dessous et à gauche, c'est que si vous êtes en horizontal, c'est le bouton du dessous qui vous gênera, et si vous êtes en vertical, ce sera le bouton de gauche. Et bien en fait, vous activez souvent la fonction lorsque vous tenez l'objectif, puisque les boutons de personnalisation se trouvent entre la bague de mise au point et la bague de zoom. Donc ça peut être un problème. Bon voilà, vous les avez quand même, ça serait bien déjà de pouvoir mettre une fonction à chaque bouton, ce qui n'est pas le cas, vous avez une seule fonction pour les 3, ou de désactiver certains des boutons, ce serait quand même assez intéressant, mais c'est pas le cas ici. Donc en termes de boutons, on a bien évidemment le focus on-off, on a la stabilisation on-off, on a les 3 modes de stabilisation, hein, le mode full, le mode juste en horizontal, où je suis plus en vertical, et le mode 3 qui s'active que lorsque vous avez le déclencheur qui est appuyé. Voilà, donc c'est les 3 modes. On va avoir aussi un iris lock, parce que maintenant on a une bague d'ouverture, donc c'est ce qui est assez intéressant, mais pour éviter de la bouger, vous pouvez bloquer ce bouton-là, et comme d'habitude, on aura aussi notre, bouton clic pour l'ouverture pour les vidéastes. On a aussi bien évidemment notre limiteur de mise au point, donc je n'ai pas regardé à combien il était. Mais voilà, on a tous ces boutons-là qui sont quand même vraiment intéressants, et on en a un dernier, je viens de m'en souvenir, on a le Full Time DMF, ce que j'aurais aimé avoir sur le 200-600. Ça fait que même lorsque vous êtes en AFC, vous pouvez faire la mise au point sur la bague, ce qui est le cas tout le temps chez Canon, mais pas le cas chez Sony, et ce serait bien d'avoir un bouton comme ça sur un 200-600, mais il est là. Du coup, sur ce 70-200, et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a sur l'objectif. On a un pare-soleil qui n'est pas en corolle, ce que j'aime bien, comme on a un zoom en interne, on peut se le permettre. Donc en corolle, c'est avec les parties grand angle, les parties non grand angle, donc on va savoir avec le pare-soleil qui est plus grand en vertical, puisque le cercle optique n'a pas besoin de couvrir le haut et le bas, vu que le capteur est en 3,5. Et donc là, on a vraiment un tube, quoi. Et avec du caoutchouc, donc ça permet, si vous aimez, de poser votre objectif par terre sur le caoutchouc, et ben vous pouvez le faire maintenant, alors qu'avant c'était un peu plus compliqué, alors, il ne fallait pas le faire. Donc voilà, quelque chose d'assez intéressant. Du coup aussi, on a la petite trappe qui permet de pouvoir bouger son filtre variable, que ce soit ND ou n'importe quoi d'autre. Et donc voilà, c'est un G-Master, donc on a tout plein d'options assez intéressantes dessus. Il va être temps de finir cette vidéo, donc je vais vous mettre en lien du coup au moins deux reviews, deux tests. Donc celui de Gerald London qui est vraiment très geek, et donc si vous comprenez l'anglais, vous irez le regarder. Sinon vous pouvez regarder un peu les tests optiques, c'est là-dessus que j'ai vu qu'il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher à cet objectif. Puis de toute façon ces choses c'est assez personnel, hein. Certains verront certains défauts optiques et diront j'aime le flair.
Mais il y a beaucoup de gens qui disent j'aime le flair, ils n'ont jamais vu certaines optiques des années 90 où le flair c'est un peu compliqué. Après, je vais vous parler de... Enfin, je vous mettrai celle de Jared Pauline. Bon, c'est souvent plus ou moins intéressant parce que il fait des blagues et un peu des critiques, mais là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a une comparaison avec la version 1, avec le Canon et avec le Nikon notamment, surtout sur le placement des bagues et des choses dans le genre, donc ça peut être intéressant de voir ça si vous comprenez l'anglais. Et donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Qu'est-ce que je dis? Voilà, c'est tout. Ouais, je vais vous laisser là-dessus. Donc si vous êtes resté jusque-là, bien évidemment, je vous engage à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour une prochaine vidéo sur, par exemple, le RF 16 mm ou ce que je pourrais sortir comme contenu Sony, que je dois sortir depuis longtemps. D'ailleurs, vous pouvez, comment dire ça, voir mon Instagram et vous abonner. Hein, si j'avais plus d'abonnés, je ferais plus de trucs là-dessus. Mais donc, je vais vous dire salut et à bientôt sur la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo ou plein de nouvelles vidéos.